Merci de nous rejoindre dans ce magazine Info 7. Madame, Messieurs, c'est dimanche. Vous le savez très bien que nous nous retrouvons toujours à 7 heures pour décortiquer l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine qui reste dominée notamment par l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces, mais 12 provinces connaissent déjà leurs nouveaux dirigeants. Deux provinces connaîtront leurs dirigeants le lundi 9 mai 2022. Pour vous décortiquer cette actualité, nous avons donc le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau un jeune politicien. Un jeune politicien, Patrick Onaya. Il est coordonnateur de la structure Action Fachi 2023, mais Patrick Onaya n'est pas seulement politicien, il est aussi dans le monde pour le développement de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, c'est un lobbyiste stratégique. Il est également responsable du cabinet de consulting, donc c'est en anglais. Il est aussi enseignant et chercheur en finance et technologie. Voilà pourquoi il a même fait quelques propositions au gouvernement de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les finances, mais aussi l'entrepreneuriat. Et c'est aussi un libre penseur, pardon. Il est aussi, permettez que je dise quand même, que je décrive notre invité de ce jour. C'est un auteur d'une vingtaine de tribunes portant sur plusieurs domaines tels que l'entrepreneuriat, je le disais tantôt, l'investissement, le commerce international et la science politique. Voilà pourquoi il a même créé une structure. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci beaucoup pour cette invitation. Patrick Onaya, qui est également membre de la Force du Progrès, de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Tout à fait. Et comment vous vous portez, surtout avec toutes ces casquettes que vous avez? Eh bien, ça va. Plusieurs casquettes. En effet, mais vous savez, cela a été une nécessité dans la lutte pour l'alternance, en fait. Plusieurs casquettes? Absolument. Dans quel sens c'était une nécessité? Dans la lutte pour l'alternance, à un moment donné, la dictature de Kabila était devenue tellement rude qu'il était important de pouvoir constituer une sorte d'unité d'élite qui pouvait tenir, parce qu'il n'y a que le langage de la rue qu'un dictateur entend. Donc, il n'y a qu'un langage de la rue. Absolument. Comment ça? Absolument. Expliquez bien pour permettre à la population qui est en train de vous suivre. C'est-à-dire que généralement un débat de bon enfant, tel que nous pouvons le tenir sur ce plateau, ne suffit pas. Et vous voyez ce qu'il a fallu pour que Mobutu puisse comprendre, ou même en 1960, en 1959, vous vous rappelez de la marche des martyrs de l'indépendance. Donc, c'est-à-dire que quelquefois, c'est le langage de la rue qui marche. Et Etienne Tshisekedi Mulumba, en une certaine époque, a compris que il était important d'intensifier la lutte. En particulier, vous vous rappelez par exemple des jeudis saints avec des sorties chaque jeudi et tout ça. Il fallait quand même des jeunes courageux pour cela. Et Patrick Onaya, plusieurs casquettes. Ma question est de savoir comment vous en sortez. Tantôt vous êtes dans l'enseignement, vous êtes dans la politique, dans l'entrepreneuriat, vous êtes un peu dans tout. Comment vous faites pour vous en sortir? Dans les finances, vous êtes là. C'est vrai, c'est pas facile, mais je dois avouer qu'il y a d'abord une grande volonté d'apporter ma contribution au développement de ce pays. C'est pas juste des casquettes pour le plaisir de les avoir, et que dans le fond, il n'y a pas trop d'action? Je pense que si vous m'avez invité, c'est parce que vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose. Voilà. Exactement, Action Fachi 2023. Pourquoi la création de notre structure alors qu'on a déjà plusieurs structures, Fachi, surtout avec l'avènement de Félix Tshisekedi, c'était donc la naissance de plusieurs structures? Vous savez, c'est une bonne question, mais moi en tant que stratégiste et qui est aussi un homme politique, il était important pour nous de pouvoir donner un signal d'alerte, que de dire dans un système démocratique, on a un temps limité, et ce temps est limité par le mandat.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons lancé Action Fachi 2023 par un grand meeting dont le slogan était 2023, c'est aujourd'hui. C'est pour dire, nous sommes là à chaque fois pour rappeler et développer des stratégies, soutenir le fait que nous devons travailler à partir d'aujourd'hui sur la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous ne trouvez pas que ces efforts, vous pouvez bien le fournir au sein, tout en étant dans une structure qui existait déjà? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de créer une autre structure? C'est au fait avant tout une cellule de communication. Action Fachi 2023 est avant tout une cellule de communication. Et Félix Tshisekedi a une cellule de communication? Elle est officielle, mais celle-ci, elle est tout à fait politique. Au fait, nous sommes en train de répondre à une recommandation qu'il y a eu lors des 1 an de l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. L'UDPS a organisé des assises au centre Nganda et parmi les résolutions, il y a eu, on a noté le besoin de renforcer la communication autour des actions de Félix Antoine. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une faiblesse de ce côté-là? Il y a une année, oui. En 2020, oui, absolument. Jusqu'à ces jours, ça continue. Nous sommes là, donc nous comblons ce vide. Et quelque part, vous affirmez, c'est que disent certaines personnes, que Tshisekedi n'a pas fait un bon casting? Ben, ça c'est une autre question, hein, parce que là, nous passons de la communication au casting. Oui, mais nous sommes toujours dans la communication, les personnes qui se trouvent, parce que vous avez affirmé tantôt que vous avez compris qu'il y avait un déficit en ce qui concerne la communication du chef de l'État et que l'UDPS avait jugé bon créer une autre structure. Au fait, nous parlons le casting dans cette communication n'était pas bien fait par le président de la République. Je parle d'un constat qui a été fait en 2020, n'est-ce pas? Ça signifie qu'il y a quelques années et que beaucoup d'efforts ont été fournis depuis. Et nous venons aussi en appui à ce constat, en fait, qui est largement comblé à ce jour. Patrick Onaya, vous nous sortez d'où? Parce que 4 ans passés, on n'entendait pas parler de vous. Mais depuis un temps, vous êtes devenu, excusez-moi et permettez-moi, chers téléspectateurs, de le dire, presque une star en parlant de vous sur le média. Vous nous sortez d'où? Ben, vous confirmez donc là que la question de la communication autour du chef de l'État est largement comblée. Nous faisons juste que répondre à ce besoin, n'est-ce pas, de soutenir la communication. Oui, vous l'aviez dit, mais vous nous sortez d'où? Parce qu'on ne parlait pas de Patrick Onaya. Même à l'UDPS, quand on pouvait passer par là, on ne voyait pas Patrick Onaya. Et Tshisekedi arrive au pouvoir. On voit un Patrick Onaya qui apparaît comme ça, il nous vient d'où? La diaspora? Naturellement, naturellement que nous avons notre base aux États-Unis, ça c'est vrai, mais nous avons existé assez longtemps dans le milieu de la science, hein, et dans le milieu intellectuel. Nous faisons des propositions pour le développement du pays depuis assez longtemps. Il suffit de taper Patrick Onaya sur Google pour voir que nous avons commencé à contribuer sur le développement de ce pays depuis longtemps, depuis le premier gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais au-delà de l'écrit, n'est-ce pas, au-delà de l'écrit dans lequel nous excellons le plus en tant qu'hommes de science, nous avons senti qu'il y a le besoin de soutenir le pouvoir, le nôtre, non seulement dans l'écrit, mais à travers aussi l'audiovisuel. Et voilà, et nous mettons donc la main à la pâte. Vous avez publié un document intitulé « Les 25 actions clés du chef de l'État ». Félix-Antoine Tshisekedi, je l'ai même entre mes mains. Est-ce que réellement ces 25 actions sont réelles ou ce sont deux choses que vous avez ramassées par-ci, par-là? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pourquoi nous écrivons clairement la source. Nous disons la source, c'est le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son discours à la Nation. Ici, nous expliquons, au fait, nous matérialisons ce que le chef de l'État lui-même a dit. Il a dit ceci au début de cette année. Les 3 ans passés, le chef de l'État a beaucoup plus travaillé sur les questions de diplomatie. Et à partir de cette année, il va s'appesantir sur les questions de politique intérieure. Au fait, nous n'inventons rien, nous faisons le relais, n'est-ce pas, de ce que le chef de l'État dit, de ce que le chef de l'État fait. Et nous expliquons le pourquoi. Naturellement, un pays tel que la République démocratique du Congo,
Pour le maîtriser, pour imposer sa politique intérieure, il est indispensable de maîtriser les contingences extérieures. Il y a des forces politiques externes à la République démocratique du Congo qui influent sur ce qui se passe. Donc, le chef de l'État, en tant que politicien averti, ne pouvait que commencer par maîtriser les aspects internationaux afin que lorsqu'il va commencer à appliquer pleinement sa politique intérieure, qu'il puisse ne pas avoir, comment on dirait, les interférences qui nous empêchent. Ce sont des actions déjà concrétisées ou projetées? Parce que vous avez dit que vous tirez cela du discours du président de la Exactement. République. Ce sont des actions déjà réalisées et l'on remarquera que plus de 50% de ces réalisations sont liées à la diplomatie. C'est-à-dire même les actions liées aux finances sont liées à ces actions diplomatiques. Et ce qui prouve au fait, ce livre dans ce recueil, on démontre effectivement que les multiples voyages du chef de l'État n'ont pas été des voyages vains, ce sont des voyages qui ont produit à plusieurs titres. Et ce document est traduit dans plusieurs langues? Absolument, absolument. Parce que, naturellement, les 4 langues nationales plus le tétéla, qui est parlé exclusivement au Sankourou, donc on en a en français, en swahili, en chiluba, je pourrais vous apporter dans Kikongo aussi, si cela vous intéresse, je vous apporterai. Pourquoi? Parce que effectivement, nous voulons combler ce vide communicationnel. Les gens doivent savoir ce que le chef de l'État fait pour eux, et dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Et comment est-ce que les Congolais qui en ont besoin peuvent s'en procurer? Bien, absolument. C'est gratuit, vous le vendez? Absolument. Non, c'est un document gratuit. C'est totalement gratuit qui est diffusé à travers le réseau de l'UDPS. Il y a tout un programme qui est mis en place, en cours d'être mis en place avec le secrétaire général, qui permettra à ce que, comme l'UDPS est implanté dans les 145 territoires de la RDC, ceci va permettre à pouvoir les diffuser. Nous voulons les mettre aussi à la portée des administrateurs du territoire parce qu'ils sont la voix, n'est-ce pas? Ils sont la voix du chef de l'État dans leur territoire. Il est important qu'ils connaissent ce que le chef de l'État a fait et afin qu'ils puissent le répercuter. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de votre magazine Info 7. La tendance haussière des recettes de la DGI a débuté en avril 2021, lorsque la DGI avait réalisé 130% des assignations. Mais en 2022, l'échéance fiscale révèle une prouesse jamais réalisée. 1,5 milliard de dollars américains des recettes réalisées en avril 2022. Les recettes réalisées par la Direction générale des impôts à l'échéance du 30 avril 2022 et qui a été ramené conformément aux dispositions légales en vigueur au 29 avril 2022. Au cours de cette échéance, la Direction générale des impôts a réalisé les recettes jamais réalisées dans l'histoire de cette administration des impôts, qui se chiffrent à plus de 3 000 milliards de francs congolais, soit l'équivalent en dollars d'1,5 milliard de dollars américains. Jean-Mouté Bakasendwe est chef de division communication et documentation chargé des communications de la DGI. Il explique les raisons de cette prouesse. C'est la vision du président de la République en matière de mobilisation durable des recettes fiscales. L'orientation donnée par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, spécialement pour la Direction générale des impôts, c'est consolider la tendance haussière pour cette année 2022. La Direction générale des impôts, sous le leadership de son directeur général Barnabé Mouakadi, a mis en place un plan stratégique de réalisation des recettes. Et c'est ce plan stratégique de réalisation des recettes qui est à la base aujourd'hui de toutes ces réalisations de la Direction générale des impôts. Selon les plans d'action de Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, cette tendance haussière sera maintenue pour dépasser de plus en plus les assignations et donner au gouvernement les moyens de sa politique.
Le président du Sénat, plébiscité par sa masculinité positive par le Programme national pour l'équité des genres dans le monde du travail, un diplôme d'honneur et un trophée lui ont été décernés dans son cabinet de travail par la coordonnatrice du GET. Nous sommes venus remercier l'honorable président Bahati pour tout ce qu'il a fait pour nous. En les remerciant, nous devons laisser des signes. Nous lui avons donné les diplômes d'honneur d'art qui symbolise sa masculinité positive. Il travaille beaucoup pour les femmes. La preuve, vous avez même au parti, il a nommé 2 femmes déjà ministres et parmi les fédéraux, nous trouvons aussi des femmes. Donc c'est un homme positif, un homme de l'espoir pour les femmes. Parce que dans les objectifs durables de 2030, nous tenons à avoir 50-50 dans les postes de responsabilité. Avec les hommes comme honorable Bahati, en tout cas, le Congo peut espérer atteindre ses objectifs. Une autre délégation reçue par le speaker de la Chambre haute du Parlement, c'est celle de la notabilité de Chabunda, dans le Sud Kivu. En mission de plaidoyer à Kinshasa, ces notables ont déposé sur la table de Modeste Bahati Lukwebo une note de plaidoyer reprenant les priorités à exécuter dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Patrick Onaya, la DGI sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi ne cesse de faire ses exploits. Votre réaction? Ma réaction avant tout, c'est une réelle satisfaction et c'est une démonstration par les œuvres que la politique, la vision de Félix-Antoine Tshisekedi... vous aimez bien Étienne Tshisekedi? Absolument, c'est le maître. Donc la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'être assimilée, n'est-ce pas, par le gouvernement et en particulier par le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui applique bien cette politique. Mais nous avons un mot à dire à ce sujet. Et lequel? C'est que la République démocratique du Congo, la population congolaise doit comprendre que le développement d'un pays passe avant tout par une bonne mobilisation de la fiscalité. Et cette fiscalité, à ce jour, quoique nous applaudissons, mais nous pouvons dire qu'elle est encore rudimentaire. Pourquoi rudimentaire? Parce que les pays développés, si on peut se plaire, n'est-ce pas, de l'évolution des pays développés, c'est parce que la population, toute la population, c'est-à-dire, je suis désolé, j'avais un petit mot en anglais, excusez-moi, on dit a single person, excusez-moi, paye les taxes. Ça signifie quoi? Toute la population. La population dans les pays développés, ce qui fait que l'économie tient, marche, c'est parce que toute personne majeure, n'est-ce pas, et même dans le secteur de l'informel, paye ses taxes. Et ce qui n'est pas le cas. Et ce qui n'est pas le cas. Ça signifie que si aujourd'hui le DG Mwakadi fait plus de 100% des réalisations, je vous assure que le second volet, ça signifie l'économie informelle. Tout celui qui vend quelque chose dans l'informel, s'il payait ses taxes, il arriverait à 300%. Et mais qu'est-ce qui a manqué à la RDC? Parce qu'on n'entendait pas vraiment parler de cette mobilisation avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Avant tout, c'est la volonté. Avant tout, c'est la volonté. Et 2, c'est un contrôle efficace. Et là, nous, à l'actif de Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons placé dans les 25 actions la réactivation de l'IGF. Et qu'en est-il de la corruption sous le règne de Félix? Eh bien, vous savez, la corruption est une question de culture. Je vais vous donner une petite anecdote. Il nous avait dit que quand la première des choses, c'était aussi parmi les premières choses que le président devait faire, c'était lutter contre la corruption. Absolument, ça c'est une vision tshisekédiste. C'est une vision tshisekédiste, il ne peut que lutter contre la corruption et il y travaille. Mais vous retenez une chose, et je le dis dans une de mes publications, que Félix-Antoine Tshisekedi voilà, prend un pays aux équilibres rompus, c'est-à-dire tous les équilibres rompus. Vous savez, dans la question de développement,
la question de développement est liée à la question des équilibres. C'est-à-dire, au niveau sécuritaire, déséquilibre. Il y a la guerre à l'Est. Au niveau social, déséquilibre. Au niveau économique, déséquilibre. À tous les niveaux. Et lorsque vous avez un pays comme celui-là, vous, même culturellement déséquilibré. Je vais vous donner une petite anecdote. Je m'étais toujours posé une question dans la diaspora. À peine, vous trouvez une communauté congolaise de la diaspora qui est organisée. Kabila n'y est pas. À l'époque, il n'y était pas. Il n'était pas en France. Il n'était pas aux États-Unis, il n'était pas en Belgique. Mais pourquoi les Congolais ont du mal à s'organiser là où ils sont? Donc même à l'extérieur du pays. Ça signifie qu'il y a un déséquilibre culturel aussi. La corruption est intégrée dans notre culture jusqu'à la moelle épinière, de telle sorte que même à l'extérieur du pays, nous avons du mal à nous organiser, nous avons du mal à croire au prochain. Et imaginez que lorsque vous prenez un pays comme celui-là, et ça c'est le pays pour lequel Félix-Antoine Tshisekedi est le président. Donc, s'il vous plaît, n'attendons pas un changement par baguette magique. Mais aujourd'hui, déjà... Mais Félix Tshisekedi, a fait rêver les Congolais qu'il pourrait bien donner des signaux de changement. Il y a des signaux de changement. Si aujourd'hui, lorsqu'on voit les paniers de la ménagère, laisse à désirer. Ça, c'est un autre... oui, mais tout devrait passer par là. Une autre paire de manches. Parce que pour travailler, il faut que le ventre soit quand même bien plein. Aujourd'hui, les 30% qui ont été ajoutés auprès des fonctionnaires... Mais ça représente quoi par rapport au panier de la ménagère où la population assiste toujours à des hausses de prix? Il fallait bien ajouter lorsqu'on sait qu'on se rassure que dans les paniers de la ménagère ça va et que le prix ne cesse pas, n'augmente pas. Il est très important de placer toute chose dans son contexte. C'est vrai que le chef de l'État répondra de son bilan, n'est-ce pas, et répond de son bilan. Et nous devons toujours placer toute chose dans son contexte. Moi, j'ai aimé dans une vidéo qui a circulé sur Internet de nos jours où on a montré comment l'huile de table a flambé le prix de plus du double en Europe, en France en particulier. Le carburant de nos jours qui était à 1 euro tourne autour de 2 euros aujourd'hui. Et là, c'est pas la RDC. Non, mais la situation à l'étranger est liée à la guerre en Ukraine. Absolument. Vous essayez de lier celle de la RDC à cette guerre. C'est ainsi que, voilà pourquoi nous devons éclairer. La communication du pouvoir est une communication qui doit éclairer. Elle est effectivement liée parce que vous savez que l'Ukraine et la Russie, les deux ensemble, sont les plus grands producteurs de blé. Ça signifie que s'ils sont les plus grands producteurs de blé, et qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça signifie que la quantité de blé distribuée à travers le monde va baisser. Et cela va avoir un impact sur le prix du pain. Et les deux sont, l'Ukraine en particulier, est le premier producteur d'huile de table, n'est-ce pas? Mais la situation en RDC a commencé quand même un peu avant cela. Mais avant ça, en 2020, on a eu au moins 5 mois de fermeture des frontières à cause du coronavirus. Ceci signifie quoi? Ceci signifie que nous admettons que le gouvernement mis en place par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit fournir des efforts, et elle le fait, mais nous devons aussi expliquer à la population les contraintes, comme on appelle les contingences extérieures, qui agissent sur ce mandat. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché que, dans le cadre de la vision du chef de l'État, le ministre de la fonction publique puisse quand même augmenter de 30% le salaire des fonctionnaires. Patrick Onaya, nous vous avons suivi la semaine, vous aviez fait de propositions au gouvernement en ce qui concerne la zone de libre-échange, la ZLCAF. Mais nous avons également vu dernièrement le président de la République signer beaucoup de documents pour faire intégrer la RDC dans la zone de commerce, notamment l'Afrique de l'Est, où on retrouve déjà le Rwanda et d'autres pays voisins. Est-ce que vous pensez que la RDC est en mesure, est capable de répondre
favorablement dans toutes les zones. C'est pas faire les choses dans la précipitation. Qui veut peut, comme on dit. Qui veut peut. C'est comme ça que nous pensons que le développement de la RDC, ce n'est pas l'affaire seulement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça doit être l'affaire de tout Congolais. Et nous qui soutenons le chef de l'État, nous montons au créneau pour dire, écoutez, on n'a pas le choix. Il faut retenir que l'entrée de la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine n'était pas un choix. Pourquoi ce n'était pas un choix? Parce que la RDC ne peut pas bloquer tout un continent. C'est juste à cause de sa position géographique. La RDC Même au lorsqu'elle sait centre qu'elle de ne va pas l'Afrique. bénéficier. Ceci Parce qu'on n'a pas d'infrastructure, le courant, on a besoin d'eau. C'est à ce niveau que nous montons au créneau pour dire la RDC, par sagesse, a demandé un moratoire de 10 à 12 ans pour se préparer. Et nous disons, et nous lançons l'alerte de dire se préparer comment? C'est à ce niveau-là que les intellectuels, nous ne pensons pas avoir le monopole de la connaissance, mais nous pensons que sur les questions de commerce international, nous pouvons dire un mot et nous souhaitons que les autres intellectuels de tous bords, parce que lorsque ça concerne la RDC, il n'y a pas majorité-opposition. Ça concerne la RDC, levez-vous aussi pour dire un mot. Et qu'est-ce que vous proposez? Nous avons proposé le portail du commerce extérieur. C'est-à-dire quoi? Le portail du commerce extérieur, c'est-à-dire, c'est la mise en place d'une synergie, n'est-ce pas, institutionnelle et interministérielle sur la question du commerce extérieur. Et cela va passer, du point de vue économique, par une stratégie d'industrialisation par substitution aux importations et couplée à celle de la promotion des exportations. Et en simple, qu'est-ce que cela veut dire? Nous proposons la mise en place de pôles de commerce transfrontalier et de pôles de commerce international. Et vous pensez qu'avec cette stratégie, le RDC va tirer gain de cause? Absolument. Je prends un exemple. Il y a des provinces. Selon les provinces, j'entendais à la radio il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait que le Banzangungu est un territoire connu pour la production de tomates. On prend bonne note, production de tomates. Alors, on doit mettre en place toute une stratégie de développement de la production des tomates et non seulement que ça va servir à la consommation intérieure, mais aussi au commerce transfrontalier, ça signifie vers l'Angola, vers le Congo-Brazzaville, et ainsi de suite. On a par exemple Bumba qui est connu pour son riz, et Bumba est en périphérie d'Afrique centrale. C'est là que nous parlons de pool de commerce, le pool de commerce transfrontalier, mais aussi vers l'Est. Est-ce que vous savez que le café congolais, en 2019 a été publicité meilleur café du monde? Oui. Mais quelle politique a été mise en place? On a le meilleur café du monde. Ça signifie, et vous savez aussi, que les États-Unis sont le premier consommateur de café. Mais vous savez aussi que depuis 2020, il y a le retour de la RDC dans l'AGOA, qui est cette loi américaine sur le commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Et à travers cette loi, si nous avons des acheteurs aux États-Unis, il est possible d'avoir des investissements américains pour développer ces plantations, pas seulement les plantations, mais ça peut aller aussi dans les infrastructures. Est-ce que les autorités réfléchissent sur ça? Nous sommes là, moi je dis toujours que nous qui soutenons le chef de l'État, nous sommes aussi ses conseillers de loin. Il a des conseillers de près, mais il a aussi des conseillers de loin que nous sommes toutes personnes. Voilà pourquoi nous faisons ces propositions afin d'attirer l'attention. Et où est-ce que vous le déposez? Les propositions sont faites seulement au chef de l'État ou au ministère sectoriel? De façon générale, nous déposons la dernière proposition. À chaque fois, nous déposons au Parlement, mais aussi au cabinet du Premier ministre. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier. Vous le savez très bien que la représentation nationale a prorogé une fois de plus l'état de siège décrété dans une partie de l'Est de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. Il s'agit des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Voici le résultat des votes. Sur 355 députés qui ont pris part au vote,
348 députés ont voté oui. 5 députés ont voté non. Et 2 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Au moment où nous sommes en train de proroger aujourd'hui, donc, le gouvernement s'est réuni pour ça et la République, à travers l'autorité suprême lui-même, est en train de se pencher sur la question pour que nous ayons un rapport conséquent s'agissant de l'évaluation demandée par l'Assemblée nationale. Et donc, comme on ne peut pas laisser un vide, il faut renouveler l'état de siège pour que nos forces de défense et sécurité fassent leur travail sur terrain. Nous avons jugé utile d'implorer nos collègues de proroger l'état de siège sans débat pour que nous puissions en débattre lorsque la commission défense et sécurité nous présentera les rapports complets de l'évaluation demandée par la représentation nationale. Et donc, nous n'avions pas voulu faire un travail sans le soubassement. Et donc, pour débattre en connaissance des causes, en âme et conscience, il faut avoir les informations des personnes attitrées. Et donc, nous avons demandé à nos collègues de s'en passer du débat pour aujourd'hui, proroger l'état de siège et attendre les rapports que nous fera notre commission, afin que nous puissions débattre en âme et conscience. Infrastructure en République démocratique du Congo, embouteillage dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le président de la République a encore une fois de plus donné des instructions au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et à son gouvernement pour voir comment est-ce qu'on peut mettre fin à ces embouteillages. Patrick Onaya, une question d'un internaute. Le chef de l'État, on a l'impression qu'il devient un peu trop plaintif. Non, je pense que ça c'est une lecture de l'opposition. Nous nous dirons plutôt regardant. Comment ça? Parce que ce n'est pas la première fois. Il est regardant parce que le chef de l'État, il faut le considérer dans une certaine analogie comme un entraîneur. Un entraîneur. L'entraîneur d'une équipe, par exemple, de football, avec le capitaine de l'équipe qui est le Premier ministre. Il observe, lorsqu'on dit la vision du chef de l'État, c'est ça, c'est ce qui met les gens, qui donne comment jouer. Mais s'il constate que les choses ne se passent pas comme il faut, l'entraîneur interpelle le capitaine de l'équipe ou il interpelle un joueur. À la limite, il peut même demander un changement de joueur. Mais vous savez aussi qu'on dit souvent que les ordres mal donnés ne sont pas toujours exécutés. Et lorsque le président de la République insiste une fois de plus, peut-on dire que ce sont des ordres considérés comme mal donnés? Non, pas du tout. C'est plutôt considéré comme je veux absolument voir que les choses se fassent comme il faut. Vous savez, le chef de l'État est la personne la mieux informée de la République. Mais la parole du chef aussi. Hein. Oui, mais vous savez, c'est comme ça que nous disons qu'en tant qu'entraîneur, cela peut entraîner un changement, n'est-ce pas, de joueurs dans l'équipe. Ça signifie que lorsque je constate qu'à un certain niveau, X, Y, Z joueur ne nous permet pas
que le système de jeu mis en place fonctionne, on peut le remplacer. Donc le chef de l'État lance des avertissements, n'est-ce pas? Il y a toujours au moins 3 avertissements avant de frapper. Le président de la République insiste sur les embouteillages. La population voudrait bien entendre Félix Tshisekedi dire « ben ok, on aura des routes secondaires ». Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a vraiment la maîtrise du secteur? La population doit comprendre comment on prend les décisions. Les décisions, ce n'est pas seulement au niveau de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais tout décideur averti, avant de décider, présente la problématique. Il présente la problématique afin qu'on lui ramène les éléments, n'est-ce pas? Que les ministres sectoriels, ainsi de suite. Et jusqu'à quand il va continuer à présenter cette problématique? C'est récent, c'est très récent. Non, mais ce n'est pas la première fois qu'il insiste sur les embouteillages. C'est-à-dire que les premières solutions n'ont pas été très concluantes et il a les informations qu'on peut faire mieux. Je vous ai dit que si le chef de l'État reste toujours non convaincu des solutions pendant qu'il sait qu'on peut les avoir, en tant qu'entraîneur, cela peut entraîner un changement des joueurs. Est-ce que vous êtes conscient que la plupart, les embouteillages qu'on a souvent à Kinshasa sont provoqués par des autorités? Je dois aller un peu plus loin pour dire que les embouteillages sont avant tout créés par la population. Pourquoi? Parce que, vous savez, même lorsque vous venez de l'intérieur du pays, vous avez du mal, du coup, à conduire à Kinshasa. Exactement. Pourquoi? Je ne dis même pas l'étranger, je dis l'intérieur. On a beaucoup d'amis qui viennent de l'intérieur du pays. Ceci signifie déjà que le système, c'est tout un système qui doit être revu, pas seulement les routes, à partir déjà de l'attribution des permis de conduire. Donc, moi, je suis de ceux qui considèrent qu'une question doit toujours être abordée de façon, comme on dit en science, de façon holistique, c'est-à-dire que de façon assez intégrale. On arrange les routes, mais on n'arrange pas la question de comment on obtient un permis de conduire. Parce que si tous les conducteurs ont le même code de la route, eh bien, déjà, cela va arranger les choses. Parfois, c'est souvent juste des questions d'incompréhension. Mais d'autre part, j'ai même apprécié le général Kassongo, ça fait un peu rire, qui disait qu'il proposait qu'il puisse y avoir des tenues des policiers de la circulation routière qui n'aient pas de poche. Vous voyez? Donc, vous comprenez que quelquefois, au fait, c'est la police, la circulation routière, pour des intérêts... Donc, vous voulez dire que la responsabilité est partagée? La responsabilité est partagée et nous invitons, j'invite particulièrement le gouvernement à analyser la question de façon globale. La question de façon globale, l'obtention des permis de conduire, le recyclage de certains chauffeurs. On a entendu parler de l'ASECO, d'un programme de recyclage, mais bon, on en a juste entendu parler, plus jamais. Voilà. Donc, les routes, c'est une chose, mais analysons aussi tous les autres aspects. Vous insistez sur l'octroi de permis de conduire, mais ça fait quand même rire. Hein. Un pays comme la RDC qui n'a toujours pas de permis de conduire. Et on a vu récemment, on a présenté une maquette, on a dit qu'on aura le permis de conduire, mais vous êtes au pouvoir, Félix Tshisekedi, tout ça. À quand est-ce que les pays pourront avoir le permis de conduire? Est-ce que la question vous a déjà aussi passé par la tête ou non, absolument. C'est une question que je maîtrise plus ou moins. Au niveau du ministère du Transport, déjà, il y a eu selon un processus de sélection, hein, un fournisseur a été étranger, il faut aussi. Alors qu'au Congo, on a des gens qui peuvent mieux faire. Félix Tshisekedi voulait faire des Congolais, des millionnaires, vous le savez, non? Il l'avait dit. Mais lorsqu'on regarde toujours vers l'extérieur, alors qu'au Congo, est-ce que vous pensez que ceux qui sont au Congo n'ont pas des capacités, ne sont pas compétents? Non, vous savez, c'est une très bonne question. Mais je suis d'avis qu'il y a une question de processus. Un processus doit être mis en place. La loi de passation de marché public, n'est-ce pas? Il existe l'ARMP, mais il existe aussi la DGSMP, qui fixe un ensemble de critères, n'est-ce pas? Il est vrai qu'on doit soutenir les Congolais,
mais selon les critères fixés par la loi en termes de passation de marchés publics. C'est à ce niveau-là que moi je soutiens l'OPEC, par exemple l'Office pour la promotion des petits et moyennes entreprises, qui est en train de devenir ANADEC, qu'elle soit renforcée, n'est-ce pas, pour mettre en place un programme de développement et de mise à niveau des entreprises congolaises, purement congolaises, afin qu'elles soient compétitives. C'est quelque chose de très important, parce que c'est bien, et moi je soutiens le fait que les compatriotes puissent avoir des marchés, mais la loi de passation de marché doit être aussi respectée. Patrick Onaïwa, partons maintenant dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans ce magazine, pour parler de la situation sécuritaire dans ce coin du pays. Aujourd'hui, il y a des observateurs qui estiment que l'état de siège est devenu une routine et qui a montré ses limites. Êtes-vous d'accord? Moi, je ne suis pas d'avis, parce que dans les 25 actions clés du chef de l'État, nous avons noté aussi l'instauration de l'état de siège comme une action positive. À ce stade, nous sommes dans une situation qu'on dit un verre qui est à moitié plein. Le verre qui est à moitié plein, dans un certain sens, on dit qu'il est à moitié plein, dans un autre, on dit qu'il est à moitié vide. Nous disons qu'il est à moitié plein, c'est-à-dire que l'état de siège a fait ses preuves, mais à ce stade, je suis de ceux qui pensent, j'ai suivi sur les médias, la nécessité de cette table ronde, de cette évaluation de la situation sur terrain, et pas seulement avec les militaires, mais aussi avec les organisations de la société civile, les acteurs politiques, et ainsi de suite. Parce que retenez une chose, la guerre ne peut se gagner que si les influences sociales et économiques sont d'accord. Vous savez, le président Mbosso a dit une chose, en passant, un jour, qui a fait polémique. Et c'était quoi? Il avait dit... Ah, vous vous rappelez très bien. Cette phrase qui a fait polémique. Et c'est laquelle, la phrase? Certains devraient quitter les groupes armés. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la guerre ne se gagne pas simplement sur le front. Si les acteurs qui tirent les ficelles sont avec nous et continuent à les tirer, eh bien, comprenez que nous aurons des difficultés. Il est très important que tous les acteurs militaires, politiques, économiques et sociaux se mettent sur la table pour parler face à face, parce que les services de renseignement à ce jour ont assez d'informations pour regarder tout le monde droit dans les yeux et dire ce qu'il y a à dire pour avancer. Nous avons vu des négociations par-ci, par-là, à gauche, à droite, autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et le pays est allé même loin à négocier avec les rebelles. On négocie le matin et les soirs, on entend que les mêmes rebelles là, se sont attaqués, se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui donnent raison à Paul Kagame lorsqu'il avait dit au début que c'était un peu une décision prise un peu dans la précipitation. Tantôt, vous venez de parler d'une table ronde pour une évaluation, voilà. Vous avez parlé d'une évaluation. C'est pas aussi quelque part donner raison? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pourquoi, vous savez pourquoi nous nous sommes lancés dans la communication pleinement, c'est pour apporter la bonne information. La population doit être éclairée. En tant que stratégiste, je peux vous donner une information. La guerre, comment se mène une guerre? La guerre se mène à 3 niveaux. La guerre se mène sur le front, la guerre se mène au niveau diplomatique et la guerre se mène au niveau du renseignement. Mais les niveaux diplomatiques et renseignement n'ont pas montré leurs limites? Non. Plutôt lorsque, par exemple, il y a la communauté des pays de l'Est nous offre leur hospitalité au Kenya pour discuter, n'est-ce pas, pour parler, c'est une routine de guerre. C'est-à-dire que même lorsque en Ukraine et la Russie et l'Ukraine se battent, il y a des gens qui discutent. Mais simplement, les discussions que l'on fait dépendent de la situation au front. Nous, ici, le chef de l'État a mis en place un programme de démobilisation qui est le DDRRCS,
qui est ce programme, qui est le DDR ancien mais amélioré, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on est chef de guerre et que du coup qu'après, lorsqu'on fait la rémunération, qu'on doit être bombardé général. Je disais que ce n'est pas négocier, c'est de parler, n'est-ce pas? Mais depuis que Tshisekedi est à la tête de la RDC, c'est ce qui est fait, non, le voie diplomatique, pour trouver au moins une solution pour cette guerre. Il n'est pas temps aujourd'hui d'aller par la force, d'utiliser vraiment la force. C'est ça que j'étais en train de dire. Engager toutes les forces du pays. C'est ça que j'étais en train de dire, que lorsque les négociations dépendent, sont influencées par le niveau de feu au niveau du front. Mais vous savez une chose, la bonne nouvelle de l'état de siège, c'est qu'elle permet de relever les insuffisances qui avaient toujours été décriées au niveau des forces armées. Vous êtes sans ignorer que le chef d'état-major vient de refaire, n'est-ce pas, une certaine mise en place au niveau du front. Et il y a un toilettage important à faire. Et vous vous rappellerez encore que l'état de siège a permis de relever certains détournements au niveau de l'armée. Toutes ces choses contribuent à une fragilité de l'armée, mais il fallait les détecter pour corriger afin de renforcer. Lorsque nous savons que l'armée congolaise a été infiltrée depuis le haut niveau, des hautes fonctions, est-ce que nous devons vraiment attendre des bons résultats? Absolument. Lorsque nous disons qu'elle est infiltrée... Lorsqu'elle est infiltrée? Lorsque nous disons qu'elle est infiltrée, ça signifie qu'il y a un mécanisme pour détecter ces infiltrations et les corriger. C'est le travail... Et entre-temps, on continue à tuer, les forces de l'ordre continuent à s'affronter avec les rebelles. Mais entre-temps, avec l'état de siège, on a pu détecter exactement l'influence du pays voisin qui monte au créneau pour être le donneur de leçons. Donc, s'il n'y avait pas état de siège, on n'aurait peut-être pas nécessairement su. Ceci signifie que l'état de siège mérite d'être encouragé, mérite d'être renforcé, mérite d'être, j'utilise un gros mot, optimisé. On a mis la main sur des M23 dans ce coin-là, dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, quelle devra être l'attitude du président de la République ou le regard de la RDC face à son pays, au pays voisin, le Rwanda? La diplomatie a ses langages. La population congolaise, à travers les réseaux sociaux, a compris déjà par l'attitude du chef de l'État, de son homologue voisin, même dans les parutions, parce que la diplomatie a son langage. Ceci, c'est pour dire que depuis que les renseignements militaires, n'est-ce pas, ont fait leur travail à cause de l'état de siège, le chef de l'État a une attitude, a une nouvelle stratégie qu'il adopte face aux voisins, et ça, c'est très important. Était-il nécessaire d'engager l'armée ougandaise dans cette bataille? Permettez-moi à ce niveau aussi de pouvoir fixer un point de principe. Lorsque on a des voisins et qu'on est en guerre, il est très important de pouvoir avoir soit l'approbation des voisins ou non. Pourquoi? Parce que ce qui rend la guerre difficile, ce sont les tireurs de ficelles. Et nous savons que les tireurs de ficelles dans la guerre de l'Est se retrouvent dans les pays environnants. Alors, l'implication de ces pays veut dire « je suis d'accord à pouvoir en finir avec cela ». Et si je suis d'accord avec cela, nous devons le voir par le niveau de partage d'informations. Est-ce que vous croyez à la sincérité de l'Ouganda? La sincérité de l'Ouganda va nous être précisée par les services de renseignement congolais. Avant tout, dans les relations avec les États, on ne prête pas des intentions aux autres. On les constate, ça se démontre. Et qui nous dit c'est bon ou c'est mauvais, ce sont nos services de renseignement et nous allons l'adapter par rapport à cela. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. Prenons un autre dossier de votre magazine. Ces jeunes de Ensemble pour la République Tchangou sont contre l'amendement d'un député sur la loi électorale tendant à limiter l'accès à la présidentielle qu'aux Congolais de père et de mère. Nous constatons avec un grand regret et indignation
des amendements sur la question des congolités, des pères et des mères pour la présidentielle. Ceci simplement dans le but d'écarter notre digne fils, Moïse Katumbi Tchapwe, aux élections présidentielles de 2023. Nous demandons aux députés nationaux de la RDC de rejeter et de ne pas voter une loi qui menace la paix et la cohabitation pacifique du peuple congolais. Pour leur part, les femmes, membres du rassemblement katumbiste, se sont rendues à la résidence de leur coordonnateur, Aaron Mukula, pour lui transmettre leur mémo fustigeant la loi Tchani comme un amendement dans la loi électorale. Aaron Mukula en a fait une déclaration. Le rassemblement des katumbistes de la ville-province de Kinshasa demande aux élus nationaux, soucieux de l'unité nationale, de ne pas accorder leur attention à une telle loi dite séparatiste, raciste, discriminatoire et porteuse de germes de conflits. Les jeunes de Ensemble pour la République Funa s'y opposent également. Nous, membres d'Ensemble pour la République et ressortissants du district de la Funa, nous participons au débat par cette déclaration en nous levant contre la proposition faite par le député national Ntingi Pouloulou, car elle a un caractère discriminatoire. Nous savons que cette proposition de loi vise un potentiel candidat, à savoir le président Moïse Katumbi Tchapwe, qui dérange certaines personnes en mal de positionnement de par son amour pour le Congo et pour les Congolais. Tous demandent au chef de l'État de rejeter cette loi qui divise les Congolais au lieu de les unir. La salle était bondée du monde et décorée au rouge et blanc, couleur préférée de l'ancien Premier ministre. Mapon, c'est comme cela que les congressistes l'appellent. Et tout d'abord, il dénonce qu'il soit victime de son refus à adhérer à l'Union sacrée de la nation. Refuser d'entrer dans l'Union sacrée devient-il une infraction? Déjà pour la présidentielle de 2023, il déclare être candidat. J'ai compris. Notre parti a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche de solutions devant résoudre définitivement cette question de l'insécurité à l'est du pays. Au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués, et la nécessité de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Leadership et gouvernance pour le développement, c'est le nom de son parti, ce qui explique son champ de bataille. Tous les progrès des hommes sur la terre, tous les progrès des nations sur la terre sont essentiellement liés au leadership et à la gouvernance des qualités. Un fanion de commandement lui a été remis comme pour l'investir candidat de LGD à la présidentielle de 2023. Matata Ponyo venait d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2023. Mais seulement l'épée de Damoclès est suspendue sur sa tête quant à l'affaire Bukangalonzo. Son avocat, le professeur Raphaël Nyabirungu, estime qu'au regard de la loi, l'affaire Bukangalonzo relève actuellement de l'acharnement. Le 15 novembre dernier, la Cour constitutionnelle avait déjà tranché. Mais vouloir aller devant la Cour de cassation suscite des interrogations. La Cour de cassation est-elle compétente pour juger un ancien Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions? La réponse est non. NON. Nyabirungu est clair. Un ancien Premier ministre n'a pas de juge naturel. Est-elle imaginable la situation où un sénateur, dans le cadre de la Constitution de la Troisième République, peut se trouver attrait pénalement en justice devant la Cour constitutionnelle? C'est impossible. Faut-il réécrire la loi? Raphaël Nyabirungu répond par la négative. Il n'y a pas à dire
le législateur doit faire un nouveau texte. Non, à propos de quoi? Il n'y a pas un nouveau texte. Il n'y a pas à s'acharner sur les anciens chefs d'État ou anciens premiers ministres. Parce que s'ils ont commis des infractions par rapport à leur fonction, ils ont eu aussi le temps d'être poursuivis et jugés. N'ayant pas été, il ne faut pas profiter de leur position actuelle de faiblesse des citoyens lambda pour revivre le bien des mondes, régler des comptes. Vouloir à tout prix condamner Matata Pogno relèverait d'un règlement des comptes qui discréditerait l'état des droits, a soutenu ce pénaliste. Patrick Ounaya, vous êtes déterminé à régler des comptes à Matata Pogno parce qu'il n'a pas voulu adhérer à l'Union sacrée des nations. Eh bien, je crois que s'il peut même le dire, c'est grâce à la liberté d'expression qu'on a depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Je pense que le pouvoir que lui il a servi dans le régime passé, je crois qu'il n'aurait même pas eu le temps de faire ce rassemblement. Et ceci déjà démontre comment il y a eu évolution depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lequel il doit remercier. Ça c'est d'entrée de jeu. Mais après, je dirais ceci, vous savez, Matata Pogno est quelqu'un que personnellement que j'avais appris à apprécier en tant que consultant d'investissement lorsqu'il était Premier ministre. Mais j'ai finalement eu un sentiment mitigé juste après, lorsque j'ai eu des investisseurs qui se sont intéressés à investir dans Bukangalonzo. Et là, ça fait peut-être 2 ans, j'ai dû rencontrer le DG qui était là, avant que carrément ça ne ferme, et j'ai pu avoir assez d'éléments sur la situation de Bukangalonzo. Je pense que... Et vous pensez qu'il n'est pas l'homme que vous aviez pensé lorsque vous avez vu, vous l'aviez entendu parler pour la première fois? Je pense simplement qu'au regard de ce que moi je sais, par le fait d'avoir reçu le dossier Bukangalonzo dans mon cabinet, n'est-ce pas? Parce que pour avoir un investisseur qui mette son argent dedans, il faut y comprendre les tenants et les aboutissants pour le positionner, n'est-ce pas? Et les informations en ma possession m'amènent à savoir que, voyons un peu ce que la justice peut donner. Il faut. Mais c'est un règlement de compte, non? Non, pas du tout. À partir du moment où... finir avec toutes les personnes qui étaient avec... Nous devons inviter des faux fuyants, n'est-ce pas? Nous devons inviter des faux fuyants. Son avocat venait de le confirmer que c'est un règlement de compte. C'est encore la liberté d'expression, n'est-ce pas? La liberté d'expression. Mais nous savons une chose. Nous savons une chose, que près de 200 millions de dollars ou plus de 200 millions de dollars ont été décaissés par le gouvernement de la République, et que ce dossier était traité pas au niveau du ministère de l'Agriculture, mais ce dossier a été traité au niveau de la primature, pour lequel M. Matata Pogno était Premier ministre. Et nous constatons simplement que 200 millions de dollars du contribuable congolais ne trouvent pas encore de justification. Ce n'est pas un règlement de compte que de savoir, de demander, Monsieur le Premier ministre, pendant que vous étiez aux affaires, plus de 200 millions de dollars ont été décaissés par le Trésor public, mais nous ne voyons encore rien. Ce n'est pas un règlement de compte. Il n'y a aucune institution ici qui a compétence de juger un Premier ministre. Ah non, ah non, ah non, l'affaire n'est pas encore clôturée. Mais simplement... Mais son avocat le dit clairement. Ah non, et cet avocat, que je sache, il a le droit de défendre, mais cet avocat n'est pas constitutionnaliste, que je sache. Moi, j'aimerais bien que les constitutionnalistes, ça signifie... Le droit est vaste, vous savez. Le droit est vaste. Nous avons aussi quelques compétences en droit des affaires. Ça ne nous amène pas à pouvoir
soutenir un ensemble d'allégations dans le cadre du droit constitutionnel. Mais dans ces pays, nous savons tous comment ça se passe. On sait quand c'est la Constitution. Il y a les constitutionnalistes de l'opposition qui dira qu'il n'y en a pas. Il y a celui du pouvoir qui dira, mais finalement, qui viendra départager l'opinion. C'est ainsi que moi je dis simplement, prenons la voix de la population. L'argent, les 200 millions pour lequel, s'il vous plaît, dans le programme de développement local, je vais faire aussi une analogie, dans le programme de développement local de 145 territoires, il est prévu une allocation de 10 millions de dollars par territoire. Ça signifie que 200 millions de dollars, c'est 20 territoires qui verraient une certaine modernisation en termes de routes de dessert agricole, en termes d'écoles, en termes de bâtiments administratifs pour l'administrateur, de bornes fontaines, ainsi de suite. Donc, le développement de 20 territoires, c'est ça que nous disons. La population veut savoir. 20 territoires auraient pu être modernisés. Où est passé cet argent pendant que le projet était, n'est-ce pas, géré au niveau de la primature? N'allons pas dans un débat de droit. La population veut savoir. Si on a les bonnes réponses, on tourne la page. Vous aviez déjà l'information depuis que Matata Mponyo avait des ambitions pour la magistrature suprême, et c'est comme ça qui vous fait peur? Pas du tout. S'il vous plaît, la magistrature suprême, depuis toujours, depuis 2006, on n'a pas moins de 20 candidats présidents de la République, n'est-ce pas? Depuis 2006. Vous voulez déjà écarter non, pas du tout. Des loups? C'est comme ça que je dis que ça, ce sont ces allégations. Nous disons simplement que la population veut savoir qu'est-ce qu'on a fait de 200 millions de dollars. Et comment est-ce que vous réagissez aux déclarations de gens, des militants, cadres de Ensemble pour la République en ce qui concerne la loi sur la congolité? Vous voulez également épargner ou enlever de la course Moïse Katumbi? Ça, c'est encore un autre débat qui a été sorti de son contexte. Nous connaissons tous l'histoire aux États-Unis de Arnold Schwarzenegger, n'est-ce pas? Arnold Schwarzenegger, qui est arrivé aux États-Unis à l'âge de 2 ans, qui a pu devenir gouverneur le plus grand État du point de vue de la puissance financière des États-Unis, ça signifie la Californie. Arnold Schwarzenegger était donc sur la bonne voie pour devenir le futur président de la République, surtout qu'il y a eu déjà dans le passé un acteur de cinéma, on cite Ronald Reagan, qui avait pu devenir président de la République. En Ukraine, on a l'actuel aussi qui est un acteur de cinéma, donc ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui lui a retenu? Pourquoi il n'y arrive pas? Simplement parce que il faut avoir, il y a la loi du sol, donc être né aux États-Unis. Pourquoi ça ne pose pas un problème là-bas et ça poserait un problème ici? Moi je dis, c'est juste simplement, cette loi au début a été à sa genèse politisée. À sa genèse politique. À sa genèse. C'est-à-dire que c'est une loi, si ce débat était resté juste un débat de droit, nous n'en serions pas là. Mais dans sa présentation, elle a été présentée déjà comme une loi politique. Et à partir de cet instant, les voix commencent à se lever. Bon, X, Y, Z se regarde dans les yeux et puis il se dit, c'est moi. Mais, s'il vous plaît, allez en France, osez, même en Zambie, juste à côté, que Moïse Katumbi connaît très bien, n'est-ce pas, s'il peut le faire. Donc, vous soutenez la magistrature suprême comme d'autres fonctions, hautes fonctions du pays, doivent être tenues par des pères et des mères, des Congolais. Je dis ceci, qu'une loi comme celle-là, si elle était limitée au débat de droit, elle ne poserait pas de problème. Mais à partir du moment où cette loi a été politisée. Oui, vous l'aviez bien dit. Oui. Mais donc vous êtes pour un Congolais de père et de mère à la magistrature suprême, c'est ça? Soyez clair. Je suis pour celui, effectivement, qui peut permettre à ce que la Constitution soit respectée. C'est-à-dire quoi, soyez clair?
Parce que c'est le débat qui est maintenant là sur la table. Voilà pourquoi les membres de Ensemble pour la République sont montés au créneau. Ensemble pour la République, ils crient à la politisation, mais je crois qu'eux-mêmes sont conscients de la réalité et de la vérité. N'est-ce pas? C'est ce que je pense. Je pense qu'Ensemble pour la République, ils sont conscients de la réalité et de la vérité, et ils savent. Aujourd'hui, on est à la recherche d'un consensus autour de la loi électorale pour les prochaines élections. Les membres, le bloc patriotique, nous avons vu, vous connaissez ce qui constitue le bloc, on a notamment les FCC, on a Bouka également, qui ne jure que sur un consensus autour de la loi électorale. Est-ce que possible dans d'autres pays? Vous savez, c'est encore la négociation est la règle générale de la politique. La politique est basée sur la négociation. Aucune position tranchée n'est a priori une position politique. Une position politique, une décision politique a toujours été une décision négociée. Mais simplement, faut-il d'abord s'accorder sur les concepts. Lorsque l'on dit un consensus, la question c'est de quel consensus parle-t-on? Chacun tire le drap de son côté. Mais ce que je sais, c'est que ce qui entre dans le cadre de la politique menée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une politique d'ouverture, et tout le monde le sait. Et donc, on vous accuse de vouloir faire le forcing pour imposer Tshisekedi lors de prochaines élections. Non, ce sont des accusations gratuites, parce qu'à ce jour, les négociations existent, et le cadre de ces négociations, c'est le Parlement. Le Parlement existe en tant que cadre par excellence de négociation. Et si on veut un consensus, donc des négociations extra-parlementaires, ça il faut le dire, parce que les négociations au sein du Parlement ont lieu et existent, et c'est un débat républicain qui se tient. Vous avez peur de perdre parce qu'il y a eu, comment on appelle ça, une enquête qui a montré que Félix Tshisekedi, la popularité de Félix Tshisekedi a baissé, hein. C'est ce qui fait peur, voilà pourquoi vous voulez avoir des garde-fous pour garantir un deuxième mandat à l'actuel chef de l'État. Non, pas du tout. Nous savons qu'il y a une campagne populiste qui a été menée. Une campagne populiste, je pèse mes mots, qui est en cours. Nous sommes informés et nous allons réagir par rapport à cela. Et lorsque un sondage est mené dans le cadre, un sondage mené dans le cadre d'une campagne populiste, c'est pour accentuer, n'est-ce pas, cette image et essayer d'emballer quelques esprits faibles, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et nous sommes en campagne, nous aussi, contre-populistes pour faire démontrer au fait que ce que on veut faire croire exactement pour des ambitions électoralistes à la population n'est pas vrai. Madame, Messieurs, à présent, le dernier dossier, nous allons parler de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans certaines provinces de la RDC. Doctrine, intelligence du temps, intelligence de l'espace, unité de commandement et discipline. Voilà les 5 principes qui ont nourri le premier jour de l'atelier sur comment conserver le pouvoir par l'UDPS et ses alliés. Pour cette initiative, l'orateur Patrick Onoya, coordonnateur de l'Action Fati 2023, voudra que le membre de la mouvance présidentielle adopte un style de communication différent de celui de l'opposition, objectif étant de vendre en bien les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa réélection à la tête du pays. Comment on va aller aux élections? Comment communiquer? Comment vendre le produit Fati Béton? Dans le marketing politique, on prend les idées du marketing qui ont été ramenées dans la catégorie politique. Ce qui est aussi produit, le code Fati Béton. Tout côté en 2023. Et par conséquent, il faut ajuster la communication pour produire un Fati Béton à bien dans l'élection en 2023. Déjà, les premières réactions dans la salle dans le chef des bénéficiaires sont positives. Une fois, nous aurons des ateliers, et partout au désert, les montagnes, Après une première journée prolixe,
L'initiateur Patrick Onoya n'hésite pas de projeter l'activité dans l'avenir. Et nous nous sommes convenus à l'issue de ce travail d'aujourd'hui qu'après cette séance de réflexion de 2 jours, il y aura des ateliers qui vont être organisés afin de réfléchir pour pouvoir proposer des stratégies à nos autorités de partis politiques ainsi qu'auprès du chef de l'État. Et après cela, nous aurons une formation de formateurs qui permettra de pénétrer à l'intérieur du pays parce que l'UDPS et Alliés est déterminé à pouvoir assurer la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023, mais aussi assurer une majorité parlementaire. Ce samedi 7 mai sera la clôture des travaux, du moins pour le district de Moamba, avec notamment à l'affiche le marketing politique. Voici les noms de gouverneurs et vice-gouverneurs élus de ces quelques provinces concernées par les élections. Le député provincial Jekoko Mulumba a été élu vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. L'élu de l'UDPS a obtenu 46 voix au terme de ces scrutins. Julie Ngungwa de l'UDPS est élu gouverneur du Tanganyika. Avec 14 voix sur 25, la nouvelle chef de l'exécutif du Tanganyika sera secondée par Massamba Wamassamba. Dans la province du Maïndombe, c'est Rita Bola de l'ACP, parti cher à Gentilingobila, qui a été élu gouverneur avec 12 voix sur 21 votants. Patrick Mathias Kabea est le nouveau gouverneur de la province du Kasaï oriental avec une majorité écrasante de 100% de voix. Nataï Lunga Numbi a été élu gouverneur de la province de Lomami avec 17 voix sur les 26 députés votants. Il a pour vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba. Au Kasaï central, l'UDPS John Kabea est élu gouverneur de province. John Kabea a obtenu 22 voix sur 33. L'Union sacrée a raflé la mise dans la province du Maniema avec Idanda Kishabongo Hubert, élu gouverneur, et Choumaya Fali Bernard, vice-gouverneur. Isabelle Yumba Kalenga a été élue gouverneur dans le Haut-Lomami. Ce ticket de l'Union sacrée pour la nation a été choisi par 17 députés sur les 28 qui étaient présents. Pour finir, dans la province du Congo central, 2 candidats ont obtenu chacun 10 voix sur 41 votants. Il s'agit de Nafertiti Ngundiaza et Guy Bando. Signalons que le deuxième tour de ces scrutins est programmé dans 3 jours. Résultat provisoire de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de 2022. Province de Bas-Velay est élu M. Nzanza Bompiti Jean-Robert, candidat indépendant, qui a obtenu 10 voix sur 18, soit 55,56%. 55,56%. Province de Haut-Lomami est élu Madame Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Elle est du parti G7. Elle a obtenu 17 voix sur 28. La province du Kasaï oriental est élue Monsieur Kabea Machi Abidi Patrick Mathias du parti UDPS Tshisekedi. Il a obtenu 23 voix sur 23, soit 100%. Province du Kasaï central est élu M. Kabea Chikai John de l'UDPS Tshisekedi. Il a obtenu 21 voix sur 32, soit 65,63%. La province de Kinshasa est élue M. Mulumba Kongolo Wakongolo Gérard Jekoko de l'UDPS Tshisekedi, qui a obtenu 46 voix sur 47 valables, soit 97,87%. La province de Kwango est élue M. Tangandandu Kapalanga Saturnin. Il est du Palou et Allié. Province de Maïndombe est élue Madame Boladouda Rita du parti ACP. Elle a obtenu 12 voix sur 21 voix, soit 57,14%.
Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 12 provinces qui connaissent déjà leurs dirigeants, je le disais. Et la province de la Chopo et le Congo central qui auront l'élection le lundi 9 mai 2022. L'Union sacrée de la nation a enfin eu sa part. Je crois que c'est la nature qui reprend le dessus. Il est normal. Vous avez cherché depuis. Il est normal que lorsque l'on a le pouvoir, que l'on puisse contrôler les provinces. Et vous savez qu'il est très important de contrôler les provinces, surtout aux élections. Nous savons par exemple le rôle que certains gouverneurs ont joué pour contrer le déplacement d'Étienne Tshisekedi à l'époque, n'est-ce pas, pour son déplacement lors des élections, ou le président Fachi. Donc, c'est-à-dire que le gouverneur peut jouer un grand rôle, mais avant tout, nous avons le programme de développement local de 145 territoires sur lequel le chef de l'État tient et veut miser sur sa campagne. Et vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer? Absolument, c'est sur la mise en œuvre. La mise en œuvre, le suivi de la mise en œuvre, parce que les territoires sont localisés dans des provinces, et si celui qui a la tête de la province a à cœur la vision du chef de l'État, alors il mettra le bouchée double pour pouvoir s'assurer de la vision, que la vision du chef de l'État puisse se réaliser. Félix Tshisekedi avait promis l'évaluation des gouverneurs 3 mois après leur gestion. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui bloque? C'était où? C'était juste un discours pour endormir la population congolaise? Non, c'est exactement une nécessité. C'est exactement une nécessité et nous pensons que cette nécessité va être renforcée par les gouverneurs de l'Union sacrée. Vous savez, il y a cette affaire de mot d'ordre, il y a cette affaire des autorités morales qui tirent les ficelles. Et voilà pourquoi nous pensons que... Et c'est ce qui a fait à ce que Tshisekedi ne puisse pas évaluer ses gouverneurs? Non, il y a à boire et à manger dans tout ça. Ah, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger dans tout ça. Mais nous pensons que la politique que veut mettre en place Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va être renforcée à partir du moment où l'Union sacrée est présente à la tête des provinces, dans la plupart des provinces de la République. Mais vous savez que lorsque le chef de l'État ne respecte pas ses propres paroles, vous connaissez ce que ça fait, non? Non, vous savez, regardez le début de la législature. Le début de la législature, on a eu FCC Cash. Et dans FCC Cash, tout était fait pour faire passer Félix Tshisekedi le dindon de la farce, n'est-ce pas? Mais le dindon de la farce. Absolument. C'est ça, c'était vraiment ce qui était prévu. Mais par son génie, il est arrivé, n'est-ce pas, à faire retourner la tendance. Nous avons aujourd'hui l'Union sacrée. Et aujourd'hui, nous avons les gouverneurs de l'Union sacrée qui ont battu leur plein. Et ça sera toujours pour renforcer. Et vous verrez que dans le prochain mois, la politique mise en place ou la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera davantage respectée et appliquée. Emmanuel Shadari le disait, nous connaissons bien l'homme, le président de la République Tshisekedi, même si on lui donnait des bons conseillers, il ne fera absolument rien. C'est du populisme. Le populisme est simple. Le populisme vise à monter la population contre les dirigeants. Vous voyez? Et nous dirons même davantage. Eux devraient ne même pas parler normalement. Mais aujourd'hui, ils veulent donner des leçons. Ah, c'est ça que nous disons. C'est ça que nous disons, le populisme. La population n'est pas dupe. La population a vu les tueries qu'il y a eu. Aujourd'hui, ils peuvent parler. Mais si c'était à l'époque de Kabila, lui, après, il serait directement incarcéré sans un procès. Ça signifie quoi? Ça signifie que plutôt nous connaissons Félix Tshisekedi, nous voyons ce qu'il a fait pour remettre le Congo sur le rail, la liberté de la presse. Les gens, ils peuvent parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Lui, il peut parler, sauf lorsque l'on confond la liberté au libertinage. C'est du populisme. Et nous n'allons pas les laisser nous faire croire que celui qui a mis à genoux, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo pendant 18 ans,
aujourd'hui devient l'ange de lumière. La population n'est pas dupe. Vous avez parlé de la liberté de la presse. Comment est-ce que vous aviez analysé les propos du journaliste Pero Louara? Je vais vous dévoiler simplement en tant que stratégiste ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que dans un contexte de populisme, toujours je répète cela, Moïse Katumbi recrute des journalistes. Mais quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est de monter, de faire voir que Tshisekedi est mauvais par rapport à Kabila. Mais Tshisekedi aussi recrute des journalistes, non? C'est presque tous les politiciens qui sont dans ce système. Je vais expliquer. J'explique ce qui se passe. Allez-y. Mais la finalité pour Moïse Katumbi, ce n'est pas de dire après que Kabila est bon. Non. Et c'est quoi la finalité? La finalité, c'est que parce qu'il sait qu'au finish, la population sait que Kabila ne peut pas revenir. Et la Constitution sait qu'il est sénateur. Non, mais aujourd'hui, le FCC soutient que Kabila, rien n'interdit à Kabila de revenir au pouvoir. Ça s'appelle du juridisme constitutionnel. On essaye de faire retourner les choses, n'est-ce pas, pour distraire. Pourtant, la Constitution est claire. Lorsqu'on dit sénateur à vie, le français est clair à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'être juriste pour savoir ce que signifie sénateur à vie. Aujourd'hui, on signale déjà que Pero Louara serait déjà aux États-Unis, c'est-à-dire que c'était un coup bien préparé. Absolument. Je finissais pour finir mon idée, c'est-à-dire que c'est... Et je peux vous informer que ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la stratégie parce que naturellement, vous savez comme moi que n'importe quel pays, même en Angola, on n'obtient pas le visa le lendemain. Ça signifie que c'est une stratégie qui vise à discréditer Kabila en essayant de faire ressusciter Kabila. On discrédite Fachi en faisant ressusciter Kabila. Mais ce n'est pas à dire que Katumbi est de mèche avec Kabila. Non, pas du tout. C'est pour qu'au finish, parce que finalement, il y aura toujours ce débat. Ok, Fachi est mauvais, donc il tombe. Kabila est bon. Non, finalement, il n'est pas bon. Alors le sauveur, il a son nom, c'est Moïse, qui vient en tant que sauveur. Mais nous avons compris le joueur et son jeu. Ça signifie que nous aussi, nous n'allons pas le laisser faire, parce qu'on sait bien que le même Pero, des vidéos ont circulé. D'ailleurs, j'ai aimé bien le recadrage de Francis Kalombo, vous avez vu aussi tout cela, et que lui-même qui disait... Mais c'est une preuve que ce n'est pas Moïse Katumbi qui est derrière ça. Parce qu'on a vu le genre d'ensemble condamner quand même ces propos. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, vous savez, lorsqu'on joue dans le noir, c'est difficile. Balobi na lingala muta bombami alekio na maele. On vous a vu convoquer des assises, ce sera pratiquement la fin parce que le temps imparti est presque fini. Comment conserver le pouvoir? Un mot sur ces assises qui se sont clôturées le samedi. Merci beaucoup. Nous allons juste sur le principe que le renforcement de capacité est une nécessité pour exceller. Et dans ce contexte, nous sommes Action Fachi 2023, c'est-à-dire que nous travaillons activement pour assurer la réélection du chef de l'État, mais aussi pour lui accorder une majorité parlementaire. Pour cela, il faut former la compréhension de quoi le pouvoir et comment le conserver, mais aussi comment vendre le produit Fachi Béton à travers des notions de marketing politique. Donc c'est une campagne qui commence pour le renforcement de capacité afin d'armer les troupes aux élections qui arrivent. Est-ce que vous envisagez aller dans les provinces parce qu'il y a le besoin partout? Certainement. Ce que nous visons, la formation qui a eu lieu concerne le Moamba. Il y a eu les présidents cellulaires de l'UDPS Moamba, les alliés tels que le RDT et le MSC. Nous allons faire les 4 districts de Kinshasa. Et après cela, nous ferons une formation de formateurs, parce qu'il y a quand même 26 provinces, on ne pourra pas aller partout. Nous allons faire une formation de formateurs qui sera une formation assez approfondie, qui permettra maintenant à ce qu'on puisse avoir des formateurs dans toutes les provinces. Il faut armer l'UDPS, il faut armer les alliés de l'UDPS
afin de se préparer aux échéances. Mais nous avons produit aussi, n'est-ce pas, les 25 actions clés, qui est un outil qui a été distribué parce qu'il faut parler du chef de l'État, mais il faut savoir quoi dire dans les différentes langues. Nous produisons aussi, dans 2 semaines, nous allons avoir un autre recueil qui sera comprendre le programme de développement local de 145 territoires en 5 minutes, parce que le chef de l'État compte aller aux élections avec ce programme de 145 territoires. Donc, les partisans, tous ceux qui soutiennent le chef de l'État, mais la population aussi, doit l'intérioriser, parce que l'idée est que la population l'intériorise et sache que depuis l'indépendance, c'est le seul programme qui s'intéresse à toutes les provinces, parce que depuis l'indépendance, il y a des territoires tels que Boudjala qui n'ont jamais vu un projet du gouvernement les parvenir. Et avec qui Félix Tshisekedi partagera son bilan pour 2023 et ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup. Il est clair que lorsqu'on a mangé sur une même table avec quelqu'un qui vous a invité, vous ne pouvez pas après dire que si la soupe avait un peu de sel, que je n'ai pas mangé. Ça, c'est clair. Mais nous, en fait, nous ne nous préparons pas à, disons, un discours de déni. Nous nous préparons plutôt à un discours d'affirmation de ce que le chef de l'État a fait, parce qu'au-delà de tout, il n'est pas question d'aller aux élections en se plaignant, mais il est question d'aller aux élections en présentant ce qu'il a fait et la vision qu'il a, et la réalité du développement de la RDC. Il n'y a pas, et personne ne viendra avec un développement par coup de baguette magique, surtout moins ceux qui ont fait 18 ans sans nous prouver réellement le développement. Voilà, c'est bien la fin de ce magazine, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Patrick Onaya est coordonnateur de la structure Action Fachi 2023, mais également membre de la force du progrès de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il a bien dit, c'est aussi un libre penseur, auteur d'une vingtaine de tribunes portant sur plusieurs domaines, entrepreneuriat, commerce international et sciences politiques, mais c'est aussi un chercheur et enseignant en finance. Patrick Onaya, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à la population? La dernière chose que je peux dire, c'est de faire confiance en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Congo, nous venons de loin, mais faisons confiance. La politique, la stratégie est mise en place. Il nous amènera à bon port. Voilà, merci beaucoup, madame, messieurs, et surtout merci pour votre fidélité. Info 7 est un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, notre magazine. Info 7, votre magazine. Restez fidèles. C'est l'heure. Au revoir.